Donc c'est parti. Wikibalade du jour sur Charles-Édouard Guillaume, en témoignage des services rendus aux mesures de précision en physique par la découverte des anomalies des alliages d'acier au nickel. Donc on va parler des alliages métalliques. Donc le premier Suisse à avoir le prix Nobel, pas le dernier. Il y en a eu dernièrement avec les exoplanètes. Donc il est né en 1861 à Fleurier. Il est mort à Sèvres en France en 1938. Voilà, ça on a déjà lu. Le plus célèbre des alliages qu'il invente est l'INVAR, au très faible coefficient de dilatation thermique, qui révolutionne la métrologie et la cryogénie, et qui contribue à l'invention de la télévision. Donc Fleurier, voilà, typique village de Suisse, dans une vallée, pas trop loin de la France, pas trop loin du Doubs. Donc fils d'un artisan horloger, il fait ses études à Neuchâtel. Il est admis à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il a fait de la physique, mais aussi des mathématiques. Et il entre au Bureau international des poids et des mesures à Paris. Lors de recherches menées sur les matières utilisées pour les mètres étalons, il découvre que certains alliages de fer et de nickel ont un très faible coefficient de dilatation thermique. Et ça, c'est intéressant pour la métrologie. Vous avez envie d'avoir une barre qui fait tout le temps 1 mètre, et vous n'avez pas envie qu'elle soit dilatée par une augmentation de température, par exemple. Ok, donc il invente l'INVAR, les LINVAR, des alliages. Et l'étude théorique poussée qu'il réalise pour expliquer les raisons de la faible dilatation thermique fait de lui un des pionniers de la cristallographie et lui vaut le prix Nobel. Il est l'un des premiers à suggérer une valeur pour la température de l'espace de quelques Kelvin, assez proche de la température de rayonnement du fond diffus cosmologique, mesuré dans le cadre des théories actuelles. Donc le fond diffus, c'est cette fameuse image qui correspond au rayonnement issu du Big Bang, avec des zones un petit peu plus froides, un petit peu plus chaudes, mais tout ça étant globalement autour de 3 Kelvin, donc à très basse température. Et il a réalisé des vols en ballon pour résoudre le problème du point en ballon, dans la science et la vie même. Une fondation en son hommage a été créée en but d'aider les jeunes chercheurs méritants domiciliés en Suisse qui entreprennent une recherche présentant un intérêt pour l'industrie horlogère. Pour ce faire, la Fondation octroie des bourses. Les conséquences de ces découvertes, le mètre étalon, qui peut être utilisé même si la température change. Amélioration de la précision des montres. Pareil, on veut que les mécanismes ne soient pas affectés par les variations de température. Si ça chauffe, les métaux ont tendance à se dilater et ça risque d'affecter la précision des montres. Si grâce à lui, on a des alliages qui sont beaucoup moins sensibles à la température, ça améliore la précision. Lampe à incandescence, lampe électronique. Le problème, c'était que la dilatation des fils d'alimentation faisait craquer le verre. Télévision en couleur, gris métallique, transport du gaz naturel liquéfié dans les métalliers. Déjà, l'étalon, le mètre, voilà, histoire du mètre. Les premiers étalons de longueur connus remontent à l'âge de bronze. La métrologie connaît un tournant majeur avec la révolution scientifique qui débute avec les travaux de Copernic en 1543. Des mesures de plus en plus précises sont nécessaires et les scientifiques cherchent à s'affranchir des étalons métalliques dont la longueur varie avec la température. Voilà, c'est ça le problème. Le mètre est adopté et sa définition affinée comme étant la 10 millionième partie de la méridienne passant par Paris. Donc en gros, on utilise la circonférence de la Terre à l'équateur. Alors non, pas tout à fait l'équateur, à partir de la méridienne qui passe par Paris. Un arc de méridien, auquel on voit une méridienne mesurée par triangulation. Je ne vais pas trop détailler maintenant, mais je vais le garder pour plus tard. D'abord, ils ont utilisé donc, le méridien, et ensuite un prototype, une barre de platine comme étalon. Ensuite, une barre de platine iridiée. Donc là, on est en 1889, on est avant Charles Guillaume. Ensuite, en 1929, une barre de platine à une certaine température, à une certaine pression. Là, on n'a pas l'incertitude. Avant l'incertitude, donc le méridien de la Terre, on était à 0,501 mm. Et après, 10 fois, c'était 10 fois mieux après. Salut transport. Ça va très bien et toi? Là, on est en train de regarder Charles-Édouard Guillaume, prix Nobel pour des inventions d'alliage métallique. Et notamment, ça a servi à mieux définir le mètre du métal qui est moins... L'alliage est moins dilaté par la température. Ensuite, longueur d'onde de la lumière. Donc là, on arrête d'utiliser des étalons physiques. On utilise une longueur d'onde. Donc la transition du krypton en 1960. Donc là, on est à quelques nanomètres. Il n'avait pas travaillé sur l'INVAR. Si. C'est lui qui a inventé l'INVAR. Et à la fin, on a carrément fixé comme constante la vitesse de la lumière. Et on a défini, en fait, on mesure la seconde maintenant. Et le mètre est directement relié à la seconde par la vitesse de la lumière. La Royal Society envisage dès 1660 la longueur d'un pendule battant la seconde, selon une proposition de Huygens et Romer et Mersenne.
Et donc, c'est le début du mètre avec son ordre de grandeur actuel. Ah, c'est intéressant. Dès le début, il y avait une histoire de... Il y avait un lien avec la seconde, en fait. La mesure de distance était déjà liée à la mesure d'un temps. Salut Algor. Donc, hein, vous avez peut-être, si vous avez fait de la mécanique, la période d'oscillation d'un pendule, pour les petites amplitudes, ne dépend pas de l'amplitude, en fait. Donc, que vous mettiez 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés d'amplitude, en fait, ça va juste dépendre de la longueur. Et donc, si vous fixez la longueur à 1 mètre, par exemple, ça va osciller pendant une période fixée. Donc, c'était un peu ça l'idée. Après, voilà, il y a la méridienne. Et ils se rendent compte que donc la formule, hein, c'est racine de L sur G. Donc, il y a la longueur du pendule, mais aussi la pesanteur. Et ils se rendent compte que ça pose problème parce qu'il y a Jean Richer qui mesure une différence de 0,3% entre Cayenne et Paris. Effectivement, la gravité n'est pas exactement la même partout sur Terre. Il y a des variations suivant la latitude. Déjà parce que la Terre n'est pas parfaitement sphérique, elle est un peu aplatie au pôle. Ensuite, il y a la rotation de la Terre sur elle-même qui fait qu'au niveau de l'équateur, on est un petit peu éjecté vers l'extérieur. Ces deux effets-là font qu'il n'y a pas la même gravité. Alors, c'est des fractions de pourcents, hein. C'est très très dur à mesurer, mais c'est quand même, si on veut des mesures extrêmement précises, c'est quand même là. Voilà, donc là, ils utilisent la fameuse méridienne. Voilà, elle est là, méridienne qui passe par Paris. Ouais, il y avait la toise avant, donc mesure des distances terrestres avec la triangulation. Elle est bien cet article, on va pas le lire en entier, là je vais le garder pareil pour plus tard. La Terre est plate, localement ouais, mais si tu dézoomes, elle est ronde. Salut Lexio. Ok, et là il y a le fameux mètre, c'est un bâton, hein, un bâton en métal. Voilà, c'est encore des triangulations, là pareil. Voilà, là il y a le prototype. Ça, c'est le prototype national du mètre fabriqué en 1889 et donné aux États-Unis, qui a servi d'étalon pour définir toutes les unités de longueur dans le pays de 1893 à 1960. Voilà, donc malgré les unités bizarres des Américains, ils se servaient quand même de l'étalon mètre. Les scientifiques utilisent les unités européennes. Ok, donc là, on commence à parler d'alliage. Un alliage 90% de platine et 10% d'iridium, beaucoup plus dur que le platine pur, pour minimiser les effets de torsion pendant les comparaisons de longueur. Et l'INVAR, c'est quoi? L'INVAR, c'est du fer à 64% et du nickel à 36%. Ok, donc c'est pas du tout les mêmes métaux. Ok, donc les États-Unis reçoivent une règle d'une longueur 1 mètre moins 1,6 micromètre avec une certaine loi de variation avec les températures. Ouais, trop chiant avec leurs miles. Ouais, d'ailleurs, ils ont planté une sonde sur Mars à cause de ça. Il y a 15 ou 20 ans, je sais plus. Il y a eu un problème de conversion. Ils utilisaient les unités, comment ça s'appelle? Les unités impériales, donc, le miles, le yard, ce genre de choses. Et au niveau de la conversion, à cause de ça, ils ont mal converti un truc et la sonde s'est crashée, malheureusement. Donc là, on voit bien l'évolution avec la température. T, c'est la température. Donc on voit qu'il y a un certain écart à cause de la température ici qui est là et là. Elle est au carré là. Les États contractants reçoivent également une collection de thermomètres dont la mesure permet d'assurer celle des mesures de longueur. Autrement dit, pour mesurer les distances, il faut mesurer la température aussi, correctement. Et comment on mesure une température? Avec un thermomètre, donc, et avec le thermomètre basique, mais même les autres thermomètres, c'est des mesures de distance aussi. Donc vous voyez que mesure de distance, mesure de température, on a besoin l'une de l'autre pour les faire. Après, d'une certaine manière, tout se ramène à des mesures de distance. Vous mesurez la distance d'une aiguille sur un capteur, etc. C'est toujours des distances, les mesures analogiques. Et sinon, c'est du décompte. Vous comptez le nombre d'électrons qui passent. Donc c'est soit un décompte, soit une distance. À chaque fois, on peut se ramener à ça. Et en Fahrenheit, ouais. Pareil, les températures en Fahrenheit, ça pose problème des fois. Voilà, on y arrive. Le voilà, l'homme du jour. Les relations entre la métrologie et la géodésie se poursuivent après la création du Bureau international des poids et mesures, comme en témoigne l'attribution du prix Nobel à Charles-Édouard Guillaume pour ses travaux sur l'INVAR. Donc c'est un alliage de fer et de nickel, 64% de fer et 36% de nickel, dont la propriété principale est un coefficient de dilatation très faible. Cette propriété permet l'utilisation de l'INVAR pour effectuer des mesures de haute précision
sur le terrain dans des conditions soumises à d'importantes variations de température. On va lire ça. Depuis l'immortel travail de Delambre et Méchain, la mesure des bases n'avait fait que peu de progrès. Ibanez voulut d'abord perfectionner le procédé des règles bimétalliques, donc j'imagine que c'est les alliages, de Borda et Lavoisier, employés sous une forme encore un peu frustre, dans la mesure de la méridienne de France, et fit construire par les frères Brunner un appareil qui passa pendant un temps pour le plus parfait qui eût été réalisé. Des répliques en furent construites pour plusieurs des grands États de l'Europe, ainsi que pour l'Égypte. Le Bureau international en a fait une étude minutieuse. Mais le maintien de la règle bimétallique était délicat et la mesure des bases trop coûteuse en rapport avec l'ensemble du travail. Ibanez revint donc à la règle monométallique en fer, accompagnée de thermomètres. Ok. Donc en gros, même si les alliages ont moins de dilatation thermique, la mesure était quand même assez compliquée. Et ça avait l'air d'être plus simple de prendre du fer qui va se dilater, mais tant pis. Tant qu'on connaît parfaitement son coefficient de dilatation avec la température, bah on peut faire la mesure quand même assez précise. Ok, ouais, c'est toute une histoire. Ça mériterait peut-être une vidéo sur les vraies sciences, tout ça. L'histoire du mètre. Franchement, c'est sympa. Je sais pas si ça a déjà été fait en français. Et donc, l'Invar, le fameux alliage, voilà, c'est une marque déposée maintenant. Donc, il utilise des laitons. Le laiton, c'est cuivre et zinc. Voilà, beaucoup de cuivre et un peu de zinc, des bronzes. Et il pousse ses recherches du côté du nickel. Donc voilà, il va mélanger du fer et du nickel. Du nickel et du chrome aussi, du nickel chrome. Bon, cet alliage montrera un comportement surprenant, bien que le fer et le nickel soient tous deux des matériaux ferromagnétiques, l'alliage était paramagnétique. Voilà, les propriétés magnétiques changent quand on fait les alliages. Je ne sais pas si l'expression vient de là. Ok, il fait des tests avec plein d'alliages différents. Et en analysant un alliage fer-nickel contenant 30% de nickel, donc on est quasiment en proportion de l'Invar, Guillaume nota que son coefficient de dilatation thermique n'était que d'environ un tiers de celui du platine. Autrement dit, l'alliage, la barre ne change quasiment pas de taille, malgré l'augmentation de température. Voilà, on avait parlé un petit peu avec voilà, le dernier que j'ai mis en ligne là, d'Allen. Je faisais le petit schéma là, barre de métal, sauf que vous aviez la dilatation d'une des barres qui était peinte en noir pour absorber plus de soleil, plus de luminosité, et qui vient couper ici là. Donc on a à nouveau un prix Nobel qui est relié à la dilatation thermique des métaux là. Donc il y a des propriétés magnétiques, ça lui permet aussi d'avancer les théories sur la cristallographie. Donc savoir comment les alliages se disposent, comment les atomes se disposent les uns avec les autres dans les alliages. Et voilà ça. Donc le coefficient de dilatation en fonction de la température. Donc on voit que jusqu'à 300 Kelvin et quelques, ça reste quasiment à zéro. Donc 300 Kelvin, hein, c'est 23 degrés. Donc là jusqu'à 30-40 degrés. Donc les températures usuelles, on a un coefficient de dilatation qui est assez faible. Après ça augmente. Et donc très peu de dilatation thermique, donc très peu de variation de taille. Et ça permet de faire des mesures plus précises. Ça permet de faire des petites pièces pour les montres qui sont beaucoup plus stables avec la température, etc. etc. Okay, voilà toutes les propriétés de l'Invar. Donc application, horlogerie, topographie comme on a vu, des appareils de mesure, détection de tremblements de terre. Shadow Mask, c'est quoi ça? Je connais pas. Ah oui, voilà, ça c'est ce qu'on va regarder pour finir. Donc les premiers téléviseurs couleur utilisaient ce genre de grille, les tubes cathodiques. Donc ça permet d'afficher des images en couleur. C'est une plaque en métal percée de trous, conçue de telle sorte que les flux d'électrons émis par les canons à électrons du tube cathodique ne puissent frapper la surface d'affichage qu'aux endroits où sont placés les points de phosphore rouge, vert et bleu. C'était pas là. Et l'Invar, voilà un autre alliage qu'il a inventé, qu'il a créé. Ah bah voilà, Shadow Mask. Ok, c'est pour ça que on va peut-être essayer de le voir en anglais. Donc un masque d'ombre, littéralement. Donc il y a des canons à électrons qui envoient des électrons sur l'écran.
et on veut que ça tape sur les bons pixels, les bonnes couleurs. Voilà, si vous regardez les vieux tubes cathodiques de très près, vous voyez le masque. Donc l'écran, il y a des points sur l'écran avec du phosphore coloré, et chaque point ne peut être atteint que par un des 3 rayons, un des 3 canons à électrons. Permet de savoir exactement quelle est la couleur qu'on active et avec quelle intensité pour afficher la bonne couleur par addition des couleurs. Ok, je vais essayer de trouver s'il y a un endroit où il parle de l'alliage. Alors ça commence avec une couche d'acier et d'invar, ou d'invar, donc le fameux alliage, recouvert d'une photorésistance et cuit pour que ce soit solidifié. On expose ça aux ultraviolets avec les fameux masques. Ouais, ça avait peut-être tendance à chauffer, et du coup, l'alliage il était parfait pour que la structure ne se déforme pas avec l'augmentation de la température. Ok, c'est pour compenser donc les ressorts bimétalliques, donc en alliage comme l'INVAR, sont utilisés sur ces télévisions pour compenser la déformation qui apparaît quand le canon à électrons chauffe le masque en métal qui cause de la dilatation thermique. Voilà, c'est exactement ça. Donc grâce à son alliage, il empêche la grille de se déformer parce que même si ça chauffe, l'alliage il va pas bouger, et donc il n'y a pas de déformation de l'image grâce à ça. Et ça a permis de fabriquer les premières télévisions en couleur. Voilà, c'était l'histoire des découvertes de Charles-Édouard Guillaume, prix Nobel suisse, prix Nobel en 1920. Ok.